Le lion que vous voyez maintenant est considéré comme le plus grand qui ait jamais existé, le lion de Barbarie. Je vais vous donner un indice de ce qui a provoqué l'extinction de cette créature. Bien sûr, il est assez évident que les humains ont fait disparaître beaucoup d'espèces animales, mais quant aux lions, nous ne sommes pas les seuls à avoir un impact négatif sur leur population. Aujourd'hui, vous apprendrez comment les humains ont appris à vivre sous l'eau, pourquoi les singes volent les lionceaux et comment les usines changent la couleur des animaux. Et ça, c'est pas un serpent. Les aigles, les faucons et autres oiseaux de ce type sont des prédateurs diurnes très efficaces, qui n'ont aucun égal. Mais la nuit, l'équilibre des pouvoirs change. Attends, quoi ? Oui, une chouette vient d'arracher une buse de son nid et elle ne s'est pas gênée du tout. Revenons en arrière. Regardez, ce n'est pas un oiseau, c'est un ninja avec des ailes. Et il existe de nombreux cas similaires. Pendant la journée, un aigle se régale volontiers d'une chouette ou de son petit s'il les aperçoit. Certaines espèces préfèrent les oiseaux comme seul repas. Mais lorsque le soleil descend sous l'horizon, c'est l'heure de la revanche pour les chouettes. Ce sont de véritables machines à tuer. Elles mangent de tout, y compris d'autres rapaces, des reptiles et même des moufettes. Pourquoi ne pas manger un aigle? Même si la proie est beaucoup plus grande, cela ne les empêchera pas d'essayer. Et n'oubliez pas qu'elles volent absolument silencieusement. Il est impossible de se préparer à une attaque par quelqu'un qui agit dans le noir et ne fait pas un seul bruit. Mais bon, des chouettes qui attaquent des aigles, au moins, ils sont dans la même catégorie de poids, non? Les babouins, c'est une autre histoire. Des babouins qui volent des lionceaux. À première vue, cela ressemble à un cosplay sur le roi lion. Il ne manque qu'une chanson appropriée en coulisses et une image du rocher des lions. En plus, il a été prouvé que la femelle babouin s'occupe souvent du lionceau trouvé comme si c'était le sien. Elle lui brosse les poils, la porte d'arbre en arbre. Mais la réalité n'est pas un dessin animé. Et Elton John avec toutes ses chansons n'y changerait rien. Les babouins volent bien des petits lions, mais ils ne le font pas pour jouer Hamlet en plein milieu de la savane. La vérité est bien plus simple et plus tragique. Les lions mangent les babouins. Et il est presque impossible pour les primates de battre un tel prédateur. Ils ont donc dû inventer un stratagème cruel. Les babouins volent les lionceaux pour se débarrasser de la menace à l'avance. Pas de lionceaux signifie pas de lions adultes qui risqueraient d'en faire leur déjeuner à l'avenir. Et oui, c'est ça, la vie sauvage. Dans toutes les circonstances, le vol, c'est très agaçant. Imaginez que vous pêchez, vous vous fatiguez à tendre un piège, et puis quelqu'un se contente de voler toute votre prise. Et c'est à peine rassurant de se dire que le coupable est une pieuvre et que c'est le 4e invertébré le plus intelligent. Oh, les pieuvres sont le fléau des pêcheurs. Ces voleurs de l'océan ont depuis longtemps compris qu'au lieu de chasser toutes sortes de vies sous-marines, ils peuvent tout simplement profiter de ce que les humains ont déjà attrapé. Pourquoi se faire suer? Tout est déjà prêt, c'est comme un buffet. Il ne reste plus qu'à s'échapper à temps de la scène du crime. Et la pieuvre a suffisamment d'intelligence pour cela aussi. Les scientifiques ont découvert il y a longtemps que ce sont des créatures incroyablement intelligentes et rusées. Elles peuvent ouvrir des bocaux qui résistent aux enfants, construire des abris à partir de matériaux improvisés et peuvent se souvenir et même détester sérieusement les humains et manger leurs crabes. Enfin. Contrairement à ce pauvre pêcheur, les araignées d'Holomède savent exactement comment ne pas manquer leur proie. C'est peut-être pour cela qu'elles préfèrent les manger sur place, et c'est pour cela que les araignées mangent du poisson. Oui, vraiment, elles chassent en attendant au bord d'un étang ou d'un ruisseau. Lorsqu'elles repèrent les ondulations causées par les mouvements des poissons, les araignées courent littéralement à la surface ou sautent immédiatement dans l'eau pour attraper leur proie avec leurs pattes puissantes. Au fait, leur envergure peut atteindre 8 cm, ce qui est suffisant pour attraper de petits poissons. Ensuite, c'est comme d'habitude, une morsure empoisonnée, un peu d'attente et bon appétit. Mais il est peu probable que vous emmeniez une araignée lors d'une partie de pêche, elle n'a pas l'air très sociable. Le martin pêcheur, en revanche, c'est une autre affaire. Cet oiseau lumineux, un peu plus grand qu'un moineau, s'y connaît vraiment en pêche. Généralement, les martins pêcheurs s'assoient sur des branches suspendues au-dessus de l'eau, et lorsqu'ils aperçoivent un poisson, ils foncent instantanément. Tout se passe si vite que personne n'a le temps de comprendre quoi que ce soit, ni les poissons, ni les observateurs.
Mais l'oiseau saisit la proie avec son long bec pointu et s'en va dîner. Ce sont des pêcheurs idéaux. Mais si le poisson n'est pas bon, les martins pêcheurs n'hésitent pas à ajouter de la variété au menu. Libellules, larves, lézards et même écrevisses, ils mangeront tout ce qui n'a pas réussi à se cacher à temps. Ainsi, les araignées et les oiseaux sont d'excellents pêcheurs. Mais il ne resterait plus de poissons s'ils apprenaient à vivre sous l'eau, comme les humains. Et je ne parle pas de futurs campements dans les fonds marins. Il y a des gens qui vivent pratiquement sous l'eau au moment où nous parlons. Les tribus Moken ne comptent que 2 ou 3 000 personnes à la frontière de la Thaïlande et de la Birmanie. Ce sont des nomades, surnommés les gitans de la mer. Et si quelqu'un sait tout sur la mer, c'est bien les Moken. Ils vivent de la pêche et de la chasse sur les fonds marins sans aucun équipement de plongée. Les Moken peuvent passer plusieurs minutes à une profondeur de plus de 20 mètres, et ce n'est là qu'une partie de leurs étonnantes capacités. Les chasseurs de ces tribus voient mieux sous l'eau que les gens ordinaires. Comme ils plongent depuis leur plus tendre enfance, leurs yeux sont entraînés à faire la mise au point, même dans l'eau salée. En outre, ils sont capables de se rendre plus lourds, sans poids, et de marcher sur le fond. Malgré tous les avantages de la civilisation, comme l'argent, les égouts et le wifi, certains Moken mènent encore un style de vie nomade, passant la plupart de leur temps dans la mer. Malheureusement, il n'en reste pas beaucoup. Mais vous savez, je me demande si les compétences des Moken fonctionneraient en dehors des mers qu'ils connaissent si bien. Par exemple, oui, dans une piscine. Si ces nomades aquatiques sont si doués pour la plongée, que peuvent-ils faire dans la Y40 Deep Joy, la piscine la plus profonde du monde? C'est une structure incroyable. En gros, c'est comme un tube très long et large qui va jusqu'à une profondeur de 42,15 mètres. Le complexe comprend 4 grottes sous-marines pour la formation des plongeurs, ainsi qu'un tunnel sous-marin en verre pour les visiteurs. Diverses expériences et recherches y sont menées en permanence, mais même la création de ce bassin a été une première. On dit qu'il a fallu 9 jours pour remplir le Y40 d'eau, et sa capacité totale est de 4300 mètres cubes. Allez, sortez de l'eau, imaginez que vous êtes en pleine forêt et regardez en l'air. Vous remarquez quelque chose d'inhabituel? Les arbres ne se touchent pas. C'est comme s'ils gardaient volontairement leur distance Pourquoi exactement? Ce phénomène est appelé timidité. Et je vous le dis tout de suite, les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi une telle chose se produit. Ils étudient les arbres timides depuis une centaine d'années, mais ne sont parvenus à aucun consensus. Certains pensent que cela permet de réduire la propagation des parasites. Vous voyez, si vous ne vous approchez pas trop d'un arbre infecté, vous risquez moins d'être infecté vous-même. En gros, c'est comme les humains. D'autres disent que c'est ainsi que les branches essaient de se protéger les unes les autres contre les cassures dues au vent. Et d'autres scientifiques suggèrent que de cette façon, les arbres rendent leur photosynthèse plus efficace. Ils ne se recouvrent pas les uns les autres, ce qui leur permet de profiter chacun au mieux de leur situation. En bref, personne n'en sait rien, mais c'est très intéressant. Après tout, les plantes n'ont pas beaucoup de moyens d'éviter tout ce qui est nocif ou dangereux. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient faire semblant d'être des cactus, par exemple, pour effrayer la vermine. Mais ce sont les chenilles qui ont beaucoup plus de chance à cet égard. On dirait bien qu'elles peuvent se donner n'importe quelle apparence, comme celle d'un bâton ou même d'un serpent venimeux. Vraiment, la chenille de papillon Hemeroplanès striptolemus devient assez grosse. Mais dans la nature, quand on est gros sans être un lion, on finit par se faire manger. Heureusement, l'évolution a mis au point un formidable déguisement. Au moindre danger, la chenille pend d'une branche, faisant de son mieux pour imiter un serpent. Aspirant l'air par de minuscules trous à la surface, elle gonfle sa tête, créant ainsi l'illusion du crâne triangulaire d'un véritable prédateur venimeux. Si la forme de serpent mortel ne suffit pas à effrayer la source du danger, la chenille s'élance vers l'avant comme si elle était sur le point de mordre. Bien qu'elle n'ait aucune arme et que ce serpent ressemble à une souche, toute cette mascarade fonctionne. Non, vraiment, si le monde animal devait décerner un Oscar, je le donnerais à cette espèce. Probablement personne ne connaît des changements aussi rapides et étonnants. Le plus souvent, ils prennent vraiment beaucoup de temps, surtout en matière d'évolution. Mais vous pouvez le voir en action sur des papillons. Laissons les chenilles serpents tranquilles et voyageons dans la Grande-Bretagne du milieu du 19e siècle. Regardez, ce papillon s'appelle la phalène du bouleau et il a l'air assez ennuyeux. Mais c'est celui qui a subi la métamorphose la plus étonnante. À l'origine, les ailes de ce papillon étaient blanches avec des taches noires, et cette coloration permettait aux insectes de se fondre avec l'écorce des arbres. C'est logique, si vous êtes discret, vous ne serez pas mangé, ou au moins pas immédiatement. Au fond, tout allait bien jusqu'à la révolution industrielle. Elle a été accompagnée par une pollution atmosphérique à grande échelle. L'écologie a beaucoup affecté la végétation, les lichens ont disparu, et les papillons s'y cachaient.
Ils ont donc dû penser à une nouvelle idée de toute urgence. Par exemple, s'assombrir. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là. Plus de 100 ans plus tard, l'homme a commencé à lutter contre la pollution de l'air et les lichens sont progressivement revenus sur les troncs d'arbres. Les papillons ont soupiré et ont repris leur couleur. Aujourd'hui, on trouve encore des spécimens noirs, mais ils sont incroyablement rares. Enfin, jusqu'au prochain problème écologique. À bientôt!